Oui, bonjour à tous. Je suis Philippe Bugeaud, conseiller de transmission à la Chambre de commerce et je suis très heureux de vous présenter donc notre webinaire pour les cédants d'entreprise, donc vendre son entreprise, l'importance de bien préparer son message. Le marché de la transmission d'entreprise donc est en pleine mutation et aujourd'hui la préparation est devenue essentielle pour garantir bien sûr la bonne réussite de la cession. Il y a des tendances clés qui méritent d'être soulignées, donc la rareté des repreneurs dans certains secteurs, des délais de vente prolongés, en effet, à cause de négociations plus corsées, en effet, sur les prix de cession. Il y a bien sûr aussi des obstacles à cette transmission. Souvent, en tout cas, on peut considérer donc que la pénurie de repreneurs correspond à une crise des vocations, notamment dans certains secteurs. Il y a l'incertitude économique, notamment actuellement, et puis des difficultés accrues également dans la recherche de financement. Donc il y a plusieurs défis à relever pour ceux qui veulent vendre leur entreprise. Attirer un public en effet ciblé, trouver bien sûr le bon repreneur qui ira jusqu'au bout, se démarquer des autres vendeurs d'entreprise et faciliter la tâche du repreneur, lui mâcher un petit peu le travail. Dans ce webinaire, donc, on va s'attacher à regarder plutôt l'opération sous l'angle marketing. Et donc, je passe la parole à nos intervenants, et notamment à vous, Nathalie. Bonjour, Nathalie Aubépard, expert transmission en Créa-Récolte de Champagne-Bourgogne. Bonjour, je suis Olivier Constantis, conseiller transmission au sein de la Chambre de commerce Côte d'Or Saône-et-Loire. J'accompagne depuis 2014 les cédants en recherche de repreneurs, depuis le diagnostic de transmissibilité jusqu'à la recherche de candidats. J'interviens sur tous les secteurs, commerce de détail, café, hôtellerie, restaurant, industrie, services aux professionnels, négoce, transport et BTP. Et nous travaillons avec mon collègue Philippe en étroite collaboration avec 5 conseillers à la création et à la reprise d'entreprise qui, eux, accompagnent les repreneurs et créateurs. Et Olivier, je te propose de garder la parole puisque tu vas commencer par nous parler du marché de la transmission. Il y a bien sûr une offre et une demande. Oui, alors actuellement pour 2024 au niveau national, on envisage une dynamique tout à fait positive du marché. On assiste à une hausse de 10% du nombre de transmissions qui ont été réalisées. On devrait atteindre le chiffre de 55 000 cessions pour cette année. C'est beaucoup dû au fait que le marché est alimenté par de nombreux départs en retraite. Ce que l'on constate au niveau des repreneurs, c'est une grande diversification du profil des repreneurs. Des repreneurs de plus en plus jeunes, 15% ont moins de 40 ans et une part de plus en plus accrue des femmes dans la reprise d'entreprise. Ça permet d'envisager des reprises beaucoup plus tournées vers l'innovation et aussi plus tournées vers les besoins contemporains de consommation. Au niveau de Transentreprise, là, le volume de transactions a effectivement augmenté ce début d'année, mais c'est beaucoup le fait d'entreprises qui étaient présentes sur le marché depuis plus de 2 ans. Ça, c'est à noter. Et puis, c'est aussi le fait d'une baisse du prix de vente prévu au départ. Par contre, cette affaire marque quand même une forte disparité dans les repreneurs. On a une surcote des activités en B2B, industrie, services aux professionnels, négoce, par rapport aux activités B2C, commerce de détail et CHR, sur lesquels les secteurs qui connaissent des difficultés à trouver des repreneurs. Quelques chiffres clés pour montrer qu'on est équilibré. On a sur Transentreprise, sur le portail Transentreprise, 6800 annonces actuellement de vente d'entreprise. Et on a en parallèle, sur notre base repreneur, 7300 repreneurs qui sont inscrits. Ça permet de voir que c'est assez équilibré. En fait, ça cache des déséquilibres. Les offres B2B, c'est 6% de nos annonces. C'est assez peu. Et pourtant, c'est 62% de nos projets de reprise. Ça corrobore le fait que, ce qu'on dit régulièrement, chaque entreprise industrielle
rencontre 5 à 10 repreneurs en capacité de la reprendre. Et parallèlement, au niveau du commerce de détail, café, hôtellerie, restaurant, on est plus sur un repreneur qui fait face à 4 ou 5 entreprises en quête d'un acheteur. Donc, comme chaque année, on réalise une opération de transmission nationale, hein, c'est-à-dire que les CCI de France accompagnent les cessions d'entreprises. On remarque que 74% des entreprises à transmettre ont entre 1 et 5 salariés, 20% ont entre 5 et 10 salariés et seulement 6% ont 10 salariés et plus. Si vous vous attachez à rechercher une entreprise de 10 salariés, ça signifie tout simplement que vous passez à côté d'à peu près 94% des annonces qui paraissent sur les différents supports. Nathalie, je ne sais pas si vous voulez compléter, en tout cas par rapport au contexte actuel, à la conjoncture, est-ce que vous voulez rajouter des éléments au constat fait par Olivier sur ces... il y a les déséquilibres du marché et actuellement, est-ce que vous avez... C'est vrai qu'on rencontre certains secteurs qui ont plus facile de trouver reprise que d'autres. Les CHR, c'est vrai que c'est quand même, ça reste compliqué en termes d'activité. C'est un marché qui a souffert pendant le Covid et qui a du mal effectivement à se relancer. Je vais en revenir justement sur ces secteurs d'activité et évoquer à la fois les menaces et opportunités qui pèsent sur les transmissions sur ces secteurs. Les menaces, c'est beaucoup la concurrence accrue du e-commerce, hein, des commerces qui sont fortement impactés par la concurrence des ventes en ligne. C'est actuellement, on le rencontre beaucoup ces 2 dernières années, une pression sur les marges. La hausse du coût de l'énergie, la hausse des différents coûts logistiques et autres alourdissent beaucoup les charges fixes. C'est aussi changement dans les comportements d'achat des consommateurs. On se laisse de moins en moins séduire en fréquentant nos commerces, mais de plus en plus, on se laisse séduire en ligne. Et puis enfin, on l'a évoqué, le CHR qui connaît de grosses difficultés de recrutement actuellement. 77% des établissements connaissent des soucis de ressources humaines. A contrario, les opportunités au niveau des commerces, et là je parle beaucoup de mon vécu, en zone rurale, on a beaucoup de consommateurs qui sont en demande d'une consommation locale, en circuit court, et là, les commerces ont vraiment leur carte à jouer. Les commerces multiservices notamment. On assiste aussi à un rajeunissement des repreneurs. Ça laisse augurer des innovations au niveau des modèles commerciaux traditionnels et notamment l'ouverture au digital et aux réseaux sociaux. Et puis la digitalisation aussi dans le CHR, c'est une vraie chance. C'est une vraie chance d'abord parce que ça permet de développer les systèmes de réservation et c'est toujours bien plus facile à gérer en cuisine. Et puis aussi, c'est une vraie chance pour un grand nombre d'établissements qui n'ont pas forcément une visibilité sur l'axe de circulation, qui sont un petit peu en retrait, mais qui vont être vus justement grâce aux réseaux sociaux, en fait. Hein. Par rapport à tous ces constats, donc Nathalie, c'est vrai que un diagnostic est indispensable pour faire l'état des lieux, des forces et faiblesses de l'activité. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur... Oui, tout à fait. Je crois qu'il faut vraiment, quand on a envie de... quand on est sur le projet de transmettre et de vendre, il faut vraiment se déterminer, se dire quels sont les atouts de mon commerce, de mon affaire, qu'est-ce que je peux éventuellement améliorer, comment le vendre finalement à un acquéreur pour rendre le commerce le plus beau possible et avoir envie d'aller au bout. Et donc Olivier, par rapport à ce diagnostic, en tout cas sur l'activité, voilà, comment on peut faire le tour de ces atouts? Oui, il est indispensable de bien prendre le temps d'identifier et de valoriser les atouts uniques de l'entreprise. C'est 4 points clés. Le premier que je suggérerais, c'est de revenir aux origines. Qu'est-ce qui a fait le déclic de départ? Pourquoi avoir créé ou repris une entreprise?
Et est-ce que ce déclic de départ est toujours valable aujourd'hui et peut être valorisé? Ou bien, quel a été le parcours de l'entreprise depuis la reprise, en fait? La deuxième... Tu veux parler des spécificités qui sont liées aussi à celui qui a créé ou repris l'activité. Voilà. Le déclic qui a permis de séduire la personne il y a 5-10 ans, au moment soit de la création, soit de la reprise de l'entreprise, effectivement. Ensuite, il y a la personnalité de l'entreprise ou du commerce. Qu'est-ce qui fait que cette entreprise a un caractère unique par rapport à ses concurrents? Qu'est-ce qui la distingue? La fidélité des clients, ça c'est très important. Quels sont les témoignages de fidélité des clients? Quelle est la position de l'entreprise dans son environnement? Quel service elle rend en fait, hein? Tous ces atouts-là permettent d'asseoir l'entreprise et sont à valoriser. Et puis, il y a tous les éléments concrets, bien entendu, qu'il ne faut pas oublier, évidemment, l'étude de marché, l'entreprise dans son environnement et bien sûr, on parle également de l'équipe de travail, des moyens dont l'entreprise dispose pour mener à bien son activité. Bon, pour tous ces éléments-là, Philippe et moi-même, conseillers, nous sommes à votre écoute pour vous aider à les lister et à valoriser tous ces atouts. Et au-delà, en effet, de l'accompagnement qu'on peut proposer, évidemment, je crois qu'Olivier, tu as un petit film qui présente une activité avec l'ensemble de ses atouts pour illustrer, en effet, la démarche. Oui, l'un de nos adhérents a effectivement effectué un film qui valorise donc son hôtel-restaurant à vendre. Vous allez pouvoir le visionner tout de suite. On peut tout à fait envisager également un film avec un petit peu moins de moyens, parce qu'effectivement, vous le verrez, le film a été tourné par des professionnels. Merci Olivier pour ce film et puis pour cette revue, en effet, des risques, opportunités, forces et faiblesses de l'activité. Pour faire le tour des atouts de l'entreprise, il y a bien sûr la préparation de l'opération, hein, Nathalie, et la question fiscale, patrimoniale est bien sûr indispensable à valider. Oui, alors effectivement, s'il y a un mot d'ordre, une transmission, une cession, ça se prépare. Ça se prépare vraiment en amont. Parce qu'il y a plusieurs questions fiscales, patrimoniales. Déjà, se poser la question, qu'est-ce que je vends? Est-ce que je vends mon fonds de commerce? Est-ce que, si je suis en société, est-ce que je vends mes titres de ma société? On ne va pas du tout être sur le même niveau de fiscalité, sur le même niveau d'imposition de la plus-value. Bon, dans le fonds de commerce, c'est un tout, il y a la clientèle.
Quand on vend ces titres, on vend l'actif, le passif, les clients, les dettes. C'est vraiment un package. On garde le numéro de SIRET. On est vraiment sur deux choses fondamentalement différentes. Donc, fonction de ce que je vends, il y a aussi, ce qui est très important, la fiscalité de mon entreprise aujourd'hui. Est-ce que je suis à l'impôt sur le revenu? Est-ce que je suis à l'impôt sur les sociétés? Donc tout ça aussi rentre en ligne de compte et va déboucler sur des impositions différentes. Sachant que par rapport au motif de cession, la fiscalité peut être plus ou moins gommée par différentes exonérations. Il existe plusieurs dispositifs, plusieurs abattements. L'exonération par rapport au chiffre d'affaires, l'exonération en fonction de la valeur des actifs cédés. Donc si vous vendez en dessous de 500 000 €, vous pouvez être exonéré. Une exonération abattement pour départ à la retraite, là aussi, on est sur un montant de 500 000 €. Pour les titres, quand on vend ces titres de société, on a aussi un abattement spécifique de durée de détention des titres. Plus on les a gardés longtemps, plus on a un abattement important. Ce que je voudrais dire, ça reste quand même un cas particulier pour chacun. On vous donne des exemples, mais il faut vraiment faire les études et s'entourer, avoir les bons conseils, parce que chaque cas est particulier. Rentre aussi en ligne de compte l'environnement patrimonial, le régime matrimonial. Donc il y a tout un tas de choses où ça nécessite vraiment un accompagnement d'un banquier, de son conseil notaire, de son comptable, pour pouvoir bien préparer sa transmission. Ce que je voulais rajouter, c'est que il ne faut pas rester trop figé par rapport à ce qu'on a prévu de faire, aux décisions qu'on a prises. Le repreneur peut aussi avoir son propre avis et chercher à vouloir négocier. Oui. Non pas, par exemple, on cherche à vendre le fonds de commerce et le repreneur souhaite reprendre des parts de société. Oui, ou inversement, tout à fait. De toute façon, c'est vraiment... il faut savoir s'adapter. Parce que fonction de l'offre et la demande, il n'y a pas toujours quand même d'acquéreurs non plus, vous l'avez dit, c'est quand même pas, quand on a 10 acquéreurs pour une entreprise, quelquefois pour certaines activités on n'en a qu'un, donc il ne faut pas le laisser passer, et il faut rester s'adapter, il faut trouver le bon compromis pour l'un et pour l'autre. Oui. Et ça, il faut se faire accompagner et avoir vraiment les informations de part et d'autre, pour pouvoir prendre les bonnes décisions, les meilleures décisions. Et connaître les incidences Exactement. de chacune des solutions. Tout à fait. Pour pouvoir répondre rapidement et de manière précise aux repreneurs. C'est ça. Ça veut dire, si je résume, que évidemment, en fonction de l'offre et de la demande, il est parfois nécessaire de ne pas optimiser parfois la fiscalité ou l'opération, malheureusement, oui. Parce qu'en effet, il y a un acheteur qui se présente et qui va demander, comme dit Olivier, une autre formule. Oui, tout à fait. Pour reprendre par exemple le cas de l'immobilier, vous vendez une structure dans laquelle il y a les murs. Pour vendre une structure, racheter une société avec des murs, ça va être une grosse valorisation qui va peser sur un financement limité à 7 ans. Si on sort les murs pourront être financés sur 15 ans et du coup, la société sera beaucoup moins valorisée et pourra être financée sur 7 ans. Et ça, c'est très important. Oui, c'est là où vous demandez, en tout cas aux vendeurs, de se mettre dans la peau de l'acheteur pour évidemment faciliter aussi son financement. Tout à fait. Et le financement de l'opération. Tout à fait. D'accord. Là, on va se placer dans le cas de figure où vous avez séduit un repreneur. Très bien. Bon, une fois séduit, ce repreneur doit à son tour aller séduire ses financeurs et vendre la pépite qu'il vient de dénicher. Monsieur Florian Masson, le directeur du secteur Mâconnais au sein de la Banque Populaire de Bourgogne-Franche-Comté, va nous présenter dans un petit film à suivre quels sont les atouts qu'un projet doit avoir pour pouvoir aboutir à un financement. Bonjour. Pour maximiser les chances d'obtenir un financement lors de votre reprise d'entreprise, il est essentiel de présenter des atouts solides et pertinents.
Voici les principaux à mon sens. Premièrement, il y aura la qualité du projet de reprise, donc qui est une analyse approfondie de l'entreprise cible. Il faut régulièrement démontrer une connaissance fine de l'entreprise à reprendre par son secteur d'activité, son historique, ses performances aussi financières, ainsi que ses forces et faiblesses. Un autre point, c'est notamment le potentiel de croissance, mettre en avant les opportunités d'amélioration ou de développement, choisir s'il y a des nouvelles stratégies, aborder aussi la digitalisation, la diversification, reste un point important lors de la reprise d'une entreprise. Et le dernier point sur la qualité du projet, ça sera la valorisation réaliste aussi. Une évaluation claire et objective de la valeur de l'entreprise est cruciale pour crédibiliser le projet. Ensuite arrive notamment votre profil, le profil du repreneur. Mettez régulièrement en avant vos compétences et votre expérience, votre parcours professionnel qui démontre vos compétences en termes de gestion, mais aussi au niveau du secteur d'activité concerné. Votre capacité également à gérer des risques, montrer que vous êtes prêt à affronter les défis et que vous savez aussi les anticiper. Bien évidemment, il y a aussi l'engagement personnel. Investir une part aussi de ses fonds propres peut prouver sa motivation et réduire le risque pour les financiers. Un troisième point, on est plutôt autour du plan de financement qui doit s'avérer robuste. Donc on parle d'apport personnel, d'avoir aussi une structure de financement qui reste équilibrée, intégrer des fonds propres, des prêts bancaires et éventuellement des dispositifs publics, BPI France, subventions, etc. Les prévisions financières doivent être bien évidemment réalistes. Il faut présenter des projections claires, réalistes, et ça surtout vous appuyer sur des chiffres d'affaires, marge et notamment la trésorerie. Arrive ensuite votre business plan qui reste le document le plus important, qu'il soit convaincant. Il y a une stratégie post-reprise, détailler les actions prévues pour maintenir la continuité et l'amélioration de la rentabilité. On a aussi un point sur lequel il nous semble aussi important dans le cadre d'une reprise, c'est notamment la partie marketing et commerciale. N'hésitez pas à expliquer comment fidéliser les clients existants, mais aussi comment en attirer de nouveaux à travers un plan opérationnel, montrer comment les ressources humaines, les ressources matérielles et organisationnelles seront gérées efficacement. J'oublie pas non plus aussi, il y a une partie importante qui sera les relations et le fait d'avoir des partenaires solides, notamment au niveau du cédant, avoir un soutien actif du cédant. Par exemple, un accompagnement pendant la transition peut nous rassurer aussi les financeurs. Que vous soyez accompagné par des experts, il faut être entouré de conseils qualifiés, experts comptables, avocats, spécialistes aussi en fusion-acquisition, mais aussi au niveau des réseaux, avoir un réseau professionnel qui peut aider à la réussite de la transmission et de la reprise d'entreprise. Et je terminerai notamment sur un point qui est l'analyse des risques et des solutions. Il faut que vous soyez aussi en capacité de pouvoir montrer que vous êtes conscient des défis, perte de clients, transition énergétique, évolution du marché, tout en proposant des solutions pour les atténuer, des clauses de garantie passive, des plans de formation, etc. Il y a une partie qu'il faut pas oublier aussi, c'est d'avoir l'historique sur l'entreprise cible, notamment ses résultats financiers qui soient stables et en croissance, démontrer que la reprise d'entreprise est une entreprise saine et rentable et plus attractive, et surtout d'avoir aussi un portefeuille de clients fidèles, diversifié, reste un atout majeur. On n'oublie pas également d'avoir le soutien institutionnel ou public, l'accès aux aides publiques, solliciter des soutiens, que ce soit les prêts à taux zéro, des garanties publiques, des dispositifs d'accompagnement à la reprise, et surtout montrer que le projet a déjà reçu des marques de confiance. En résumé, une reprise d'entreprise réussie repose sur une combinaison de crédibilité personnelle, de solidité financière, la pertinence du projet et du soutien externe. Il est crucial de bâtir un dossier de reprise clair, structuré et bien documenté pour convaincre les financeurs. Merci. Merci Florian Masson, en tout cas pour votre témoignage. Ce
si on résume en tout cas tout ce qu'on vient de se dire, Nathalie, comment résumer en tout cas notre sujet d'aujourd'hui sur l'importance de bien préparer son message et notamment une vision à la fois marketing qui tient compte de l'offre, de la demande au niveau de la session d'entreprise? Eh bien, on va faire le diagnostic, mais pas que le diagnostic financier, comptable. Il faut faire le diagnostic économique. Tous les atouts de l'entreprise, ce qui a séduit, ce qui a permis de développer. En tout état de cause, il faut anticiper quand on veut vendre son entreprise. Ça prend du temps. Donc, ça prend du temps de trouver un repreneur, mais ça prend du temps de préparer. Donc, si j'ai un message à dire, il faut anticiper. Merci Nathalie. Olivier, un message de conclusion? Un message de conclusion, les quelques mots-clés. Il s'agit avant tout de valoriser au mieux les points forts en toute transparence, hein, c'est clair. Hein, il ne s'agit pas de survendre l'entreprise, mais d'appuyer sur les points forts. L'idée, c'est avant tout, l'objectif, c'est attirer des repreneurs qualifiés qui vont être à même de pouvoir aboutir à la vente de l'entreprise et qui pourront aussi par la suite développer cette entreprise. Et puis aussi valoriser ces points, c'est aussi anticiper d'éventuelles objections aussi, il faut les prévoir. En tout cas, en guise de conclusion, en ce qui me concerne, donc, le vendeur doit évidemment se mettre dans la peau de l'acheteur. Si l'acheteur se met dans la peau du vendeur, ça sera d'autant plus facile dans les négociations. Ce que je retiens surtout, c'est si vous avez des questions à poser donc, à nos intervenants d'aujourd'hui, évidemment, vous avez un chat à votre disposition donc pour toutes vos questions. Et nous vous remercions de votre participation. Bonne journée. Merci. Merci.